Ouais, salut Amy. Ma tante Amande, elle veut m'envoyer un film de 7,5 gigas. Tu crois que c'est plus écolo qu'elle m'envoie une copie du DVD par la poste ou plutôt qu'elle me fasse un WeTransfer? En plus, j'ai grave envie de le voir ce film. C'est des vidéos prises par mon papy quand il était jeune. Tu vois, par exemple, là, c'est les vacances de mon père quand il a 3 ans. Là, il joue avec ma tante. Et là, c'est encore mon père qui sert sa première bière. Ok, je crois qu'on a compris. Merci beaucoup pour ta question, Thibaut. En fait, tu nous demandes si ça pollue d'utiliser nos ordis. C'est vrai qu'on a l'impression que la transition numérique fait du bien à la planète. Ça évite d'imprimer du papier, il y a beaucoup de choses qui sont devenues immatérielles. Mais est-ce qu'on est vraiment si sûr que ça pollue moins? D'abord, un petit bilan. Et vous allez vite voir que oui, utiliser son ordinateur ou son téléphone, ça pollue bien plus que ce que l'on pense. Donc, le secteur du numérique représente à lui seul 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. 4%, c'est plus que le transport aérien civil. Donc, nos ordinateurs et nos téléphones polluent plus que nos avions. Et ça ne va pas en s'améliorant. Si rien n'est fait, les émissions liées au numérique pourraient doubler d'ici 2025 et atteindre 8% du total. Ces chiffres sont basés sur le rapport pour une sobriété numérique publié par l'association The Shift Project en 2018. Xavier Verne fait partie de l'équipe ayant mené à bien ce projet. Alors le principe de sobriété numérique, ça consiste à reconnaître que le numérique est fortement consommateur, parce que s'il consommait rien, il n'aurait pas besoin d'être sobre. Et du coup, de se dire, les services numériques qui sont rendus à la société civile, à tout le monde, aux entreprises, comment je pourrais les opérer avec une empreinte environnementale plus faible. Ok, mais alors elle vient d'où cette pollution? Selon un rapport publié par Green IT fin 2019, on découpe généralement le numérique en 3 tiers. D'abord, il y a les utilisateurs. Ça, c'est nos équipements personnels. Ensuite, il y a les centres informatiques, ou data center en anglais. Pour finir, il y a les réseaux qui relient les utilisateurs entre eux et qui les relient aussi aux centres informatiques. On voit que c'est nos équipements utilisateurs qui constituent la principale source d'émissions, avec environ 2 tiers du total. Quand on parle de phase d'utilisation, on parle en fait de trafic de données. Et selon une autre étude menée par The Shift Project, les flux vidéo représentent 80% des flux de données mondiaux en 2018. Ça veut dire que de tous les usages numériques qu'on a, écrire des mails, réserver un billet de train ou encore alimenter sa culture G, le visionnage de vidéos est responsable de la grande majorité de nos émissions. Voilà pour le bilan de notre empreinte numérique. Maintenant, je vais pouvoir essayer de répondre à la question initiale de Thibaut. On commence par calculer le coût énergétique d'un envoi via un service de transfert en ligne. Déjà, il y a l'impact lié à la fabrication de tous les éléments, rapportés à leur durée d'utilisation pour ce transfert. On va dire 10 minutes. Mais ça comprend surtout l'impact lié au téléversement, au téléchargement et au stockage des données. Pour le film du grand-père de Thibaut qui pèse 7,5 gigas, on obtient 1000 grammes d'équivalent CO2. Ok, mais concrètement, ça représente quoi? Le convertisseur CO2 de l'ADEME nous montre que ça équivaut à manger 2 repas végétariens ou à rouler 5 km en voiture. Dit comme ça paraît pas énorme, mais je vous rappelle qu'on parle d'un seul film. Par contre, je tiens à préciser que ce résultat fait seulement office d'ordre de grandeur. D'abord parce que les résultats du Shift ont été critiqués. Certains impacts auraient été largement surestimés. Aussi, si on se base sur d'autres méthodes de calcul, on obtient des résultats tout à fait différents. Parfois on obtient 300 grammes et parfois 2000. Donc pour le transfert en ligne, ça nous fait 1000 grammes. Mais alors qu'est-ce que ça donne pour un envoi par la poste? Pour calculer ça, c'est pareil. On va essayer de faire l'analyse la plus complète possible. La tante de Thibaut veut graver une copie de ce film sur un nouveau DVD. On prend donc en compte les coûts liés à la fabrication et à l'acheminement de ce DVD. On mesure aussi le coût lié au transport de la lettre. Là, on calcule depuis le nord de l'Allemagne jusqu'au sud de la France. Ça, c'est hyper facile à calculer. La Poste a justement mis en place un outil qui sert à calculer l'impact lié à un envoi postal. Suivant le type de lettre, on obtient en plus entre 25 et 50 grammes. Et c'est tout. Ça nous donne donc un résultat d'environ 100 grammes pour la voie postale, tandis que le transfert en ligne représenterait environ 1000 grammes. Bon, du coup Thibaut, je crois qu'on a la réponse à ta question. C'est carrément plus écolo que ta tante t'envoie une copie de ce DVD par voie postale. Bon, après si elle te l'envoie et que t'as pas de lecteur DVD, c'est pas non plus hyper malin.
Maintenant, il faut aussi se rendre compte de l'incertitude de ce résultat. Par exemple, si la tante de Thibaut utilise sa voiture sur 10 km juste pour aller chercher un nouveau DVD, alors c'est l'envoi postal qui devient le plus émetteur. Enfin, bon nombre de spécialistes soulignent que la simplicité d'usage du numérique entraîne un effet rebond. C'est-à-dire que l'on a tendance à écrire beaucoup plus de mails que l'on aurait écrit de lettres. Et on a tendance à regarder beaucoup plus de films en streaming que s'il avait fallu acheter les DVD. Bon, maintenant vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour limiter notre impact individuel. Sur les envois de fichiers en ligne, donc le premier conseil, c'est de paramétrer une expiration. Donc c'est une très bonne pratique de transformer un gros fichier ou une vidéo ou un PDF en un fichier plus petit. Et puis faites expirer le fichier. Donc les plateformes type Filware, elles sont intéressantes parce qu'on ne va pas encombrer les serveurs avec des ressources qui sont inutiles, inutilisées, qui n'ont plus de valeur. De manière plus globale, on a vu que côté utilisateur, c'est la phase de fabrication du matériel qui est la plus émettrice. Donc le sujet, ça va être moins de terminaux, choisir vraiment son terminal. Est-ce qu'on a besoin du lave-vaisselle connecté, de la poêle connectée, du frigo connecté? Une fois qu'on a choisi nos équipements, il faut essayer d'allonger le plus possible leur durée de vie. Un terminal, une fois qu'il est construit, vous avez intérêt à le faire durer le plus longtemps possible parce que de toute façon, il sera très mal recyclé au bout du bout. Donc ça veut dire que quand on les achète, on va s'assurer qu'ils soient le plus possible réparables, même si on est très loin d'avoir des objets numériques réparables, mais enfin, que les composants principaux sont réparables. S'assurer que un PC, oui, on va le garder 10 ans, quoi. Et qu'un téléphone, on va le garder si possible 4 ans, 5 ans. Après, au niveau des usages, on peut bien sûr réduire la qualité de lecture sur YouTube, Netflix, etc. D'ailleurs, on peut souvent changer la qualité par défaut et pourquoi pas désactiver la lecture automatique. Ok, si on fait tout ça, c'est super. Mais est-ce que les gestes individuels suffiront vraiment ? Carbone 4 a publié une étude en 2019 qui s'appelle Faire sa part, qui consiste à dire mais si on devient tous des héros du quotidien, est-ce qu'on va y arriver quoi pour les accords de Paris? Et donc ils ont fait des hypothèses, je prends plus l'avion, je mange plus de viande rouge, je fais beaucoup plus de vélo. Au final, ça fait que 25% du chemin. Donc en fait, les gestes individuels, même s'ils sont importants, ils ne suffisent pas à faire l'ensemble du chemin. Mais alors, est-ce qu'on ne met pas trop de pression sur les individus ? Ça pourrait être perçu comme une manière pour les États de se déculpabiliser. Parce que finalement, quand l'État dit c'est au consommateur de fermer le robinet quand il se brosse les dents ou d'éteindre sa box la nuit, quelque part, il se dédouane de son rôle d'État pour organiser les choses, réglementer ce qui doit être réglementé et indiquer finalement c'est quoi les règles du jeu de comment on fait du numérique en France. Alors, on est conscient du paradoxe de publier une vidéo sur YouTube pour parler de la pollution numérique. C'est pour ça qu'on a essayé de limiter un maximum l'impact carbone lié à la production de cette vidéo. C'est pour ça aussi, par exemple, vous le verrez, que la vidéo est limitée à une qualité de 720 pixels, vous l'aurez deviné, pour limiter l'impact de son visionnage.